beaucoup, Tania. C'est très gentil d'être là et de t'occuper de nous. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un mercredi soir. Désolé pour le petit délai. Nous allons commencer. Donc, bienvenue à la présentation de ce soir qui s'appelle Bâtir une équipe efficace. Ce qu'on vise en termes de leadership à travers notre organisation Toastmaster et dans notre carrière et dans tout ce qu'on fait, c'est créer une équipe, créer des gens qui vont travailler ensemble, comme les rameurs sur le bateau qu'on voit ici. Comment on peut arriver à motiver les gens, à les amener à atteindre leurs objectifs. Tout ça passe par comment bâtir, construire, motiver une équipe. On va passer à travers plusieurs de ces éléments-là ce soir. La présentation va durer approximativement 30 minutes. Il va y avoir quelques moments où on pourra voir si vous avez des questions. N'hésitez pas. Comme on l'a mentionné, s'il y a des questions sur le chat, sur le clavardage, ça va nous faire plaisir de tenter d'y répondre assez rapidement. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui, donc? C'est quoi le défi? On parle de leadership. On parle de créer, on parle de prendre en charge des choses, des équipes, prendre en charge des projets, tout ce qui a une finalité, tout ce qui a un objectif avec des livrables. Je vous garantis, il y a 3 grands défis que moi j'ai rencontrés à travers tous mes projets et il n'y a vraiment pas d'exception. Premièrement, dans n'importe quel projet, n'importe quelle équipe, je vous garantis que les attentes sont peu claires. Il y a souvent une idée, il y a souvent quelque chose qu'on veut faire, certains niveaux de détails, mais c'est à peu près garanti qu'il y a des détails qu'on connaît pas. Il y a de la clarté qui manque qu'on va découvrir au fur. Ça peut créer un élément de stress dans le projet. Combinons ça maintenant avec le fait que vous allez avoir à gérer différentes personnalités. Si vous êtes leader de n'importe quelle équipe, c'est sûr que chaque personne va avoir une approche différente, une vision différente, un sens de l'humour différent. Comment est-ce que vous essayez de combiner ça pour faire fonctionner une équipe ensemble? Et le troisième défi, Je comprends pas. j'entends, je crois, Raymond, ça se peut? Le troisième défi, évidemment, à travers, vous allez avoir plus de clarté, vous allez avoir des personnalités différentes, mais je vous garantis qu'ils vont vous dire, vous avez 6 mois pour le faire, vous avez 1 an, vous avez des ressources limitées. Si jamais vous travaillez dans une équipe ou sur un projet qui a des ressources illimitées, appelez-moi, je serais intéressé à les rencontrer. Comment on gère une équipe à travers ces défis-là qui vont vous mettre des bâtons dans les roues dans tout ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est on est dans Toastmasters International, là où les leaders se forment. C'est ça l'objectif de l'organisation et la construction d'une équipe, c'est une partie intégrante de ça. C'est le seul objectif de ce soir. J'espère que vous allez en retirer des éléments. Je me présente brièvement. Mon nom, c'est Daniel Gélina. Je suis DTM, PMP, MING. C'est des beaux titres, mais essentiellement, ça veut dire que je suis Toastmaster depuis 10 ans. J'ai fait plusieurs choses. J'ai atteint mon Toastmaster distingué en 2016. J'en suis absolument fier et je travaille sur mon deuxième qui va arriver dans le temps. Mes 2 autres titres dont je suis absolument fier aussi, PMP, qui est Project Management Professional. J'ai fait de la gestion de projet depuis 1998, des projets de petite taille et des projets d'assez grosse taille, avec des équipes très variées, souvent dans le domaine de la technologie. Mon MIMG, je le marque quand même, je suis maître en ingénierie. Ça veut juste dire que j'ai fait une maîtrise en ingénierie logicielle. Je ne suis pas ingénieur, mais je fais de la programmation, je fais de la gestion de projets technologiques. Donc, les exemples que j'ai souvent en tête en gestion de projet, c'est des éléments de technologie. Le projet que je vais vous parler ce soir concerne le dernier élément que vous voyez ici. J'ai eu l'immense plaisir et le privilège d'être président de la conférence du district 61 en 2015. Ça a été vraiment un plaisir et un excellent projet qui va démontrer tous les éléments que j'ai à discuter ce soir. Vous me voyez sur la photo ici. Le matin de l'ouverture de la conférence, il y a 4 ans maintenant, je pense que j'ai l'air heureux. Je l'étais. C'était la culmination d'1 an de travail qui commençait, qui était l'ouverture officielle de la conférence. J'ai mis mon lien LinkedIn et mon courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. L'exemple qu'on va utiliser à travers la présentation de ce soir, c'est vraiment le projet de la conférence qu'on a monté en 2015. Vous voyez la belle équipe, ou une partie de l'équipe à tout le moins à droite, ça c'est l'équipe de promotion. C'est quand on a fait notre
promotion de la conférence lors de la conférence d'automne à Québec. On est tous déguisés en cow-boy, on avait un thème western, ceux qui étaient là, vous en rappelez possiblement. Moi, je m'en rappelle encore 4 ans plus tard. On avait un beau scénario, on a eu beaucoup de plaisir. Vous voyez que on a l'air d'avoir du plaisir. On s'est vraiment amusé, non seulement à faire la promotion, mais à faire ce projet-là ensemble. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous n'êtes pas allé dans les conférences, c'est une activité qui dure 3 jours au château. Dans ce cas-ci, c'était au château Montebello. Approximativement 300 invités. J'ai monté ça ensemble avec une équipe de une dizaine de personnes. Le nombre varié à travers au cours de l'année. Des personnes ont quitté ou ont remplacé, mais c'est à peu près une dizaine de personnes. Et pendant la conférence, il y avait environ 50 euh, volontaires, des gens qui s'occupaient des portes, qui s'occupaient de la réception. Il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées, qui ont fait de cette expérience-là de quoi de vraiment inoubliable. Fait que c'est l'exemple que je vais utiliser ici. Comment on va organiser la présentation? Il y a 4 grands volets. On va parler de comment démarrer une équipe. Il faut avoir une vision. On va parler d'organisation, là, qui fait quoi? On va parler de direction et de motivation. Des sujets qui me sont vraiment, qui me tiennent beaucoup à cœur. Commençons avec, parlons de vision. Vous allez construire une équipe. Vous avez un projet, j'ai mentionné tantôt. Vous allez avoir différents défis et des choses qui sont pas claires, mais vous avez besoin d'avoir une vision. Vers où est-ce qu'on s'en va? Vous voyez ici, la dame regarde avec un télescope ou une jumelle à l'horizon. Elle voit plus loin que le bout de son nez, clairement. J'aime que cette photo-là et cette image-là est clairement le matin, tôt dans le projet. Il faut avoir cette vision-là. Mais qu'est-ce que c'est une vision? Parce que tout le monde sait en gros c'est quoi une vision. Si j'avais à vous le demander, la plupart d'entre vous sauriez certainement qu'est-ce que ça implique. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Je vous propose cette citation-là que j'adore de Antoine de Saint-Exupéry sur la vision. Vous allez voir où j'en viens. Sa citation est la suivante. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Le mot hyper important ici, c'est le désir. Faut comprendre, pour moi, la vision, puis essayer de trouver des façons de l'appliquer parce que c'est éternellement important. La vision est connectée directement avec une émotion. Je vois tellement souvent des gens qui écrivent une vision, mais c'est essentiellement euh, une liste de choses qu'ils veulent faire ou la nature de leur travail. On veut vendre tel produit. On veut, par exemple, créer une conférence de district. Mais la vision, c'est un autre niveau, c'est un niveau émotionnel. Et là, ici, le mot, c'est le désir de la mère. On veut créer ce désir-là, cet engouement-là. On veut aller créer cette motivation, cette idée de où est-ce qu'on s'en va et surtout de comment on va se sentir quand on va être rendu là. Dans le cas de la conférence, la vision très tôt dans le projet, je l'ai clarifié, puis je m'en suis servi pour recruter les gens dans mon équipe, clairement. La vision, c'est simple, faire vivre une expérience inoubliable aux invités et à nous-mêmes. C'est sûr qu'on veut que les gens se rappellent. Puis 4 ans plus tard, les gens s'en rappellent encore. Ils m'en parlent de la conférence Western. C'était vraiment important. Vous voyez, c'est pas la nature du travail. On veut qu'il y ait une expérience. On veut qu'ils s'en souviennent. Donc, ça implique qu'il va y avoir des éléments visuels, des éléments auditifs, des souvenirs. Mais l'élément que j'ai rajouté, avec lequel j'ai vendu ça, c'est pour nous-mêmes. On va construire une équipe ensemble. On va créer cette conférence-là on va créer quelque chose qui n'existe pas. On va arriver avec un résultat. On va apprendre des tonnes de choses et nous, on va devenir des meilleurs leaders. On va être capable d'organiser un événement d'une ampleur assez importante. 300 personnes sur 3 jours, c'est incroyable. Et quand j'ai recruté les gens dans l'équipe, c'est toujours à ça que je revenais. C'est imaginer ce qu'on est en train d'apprendre. Dans quelle autre organisation ou même à l'intérieur de votre club, dans quel autre contexte vous auriez l'occasion d'organiser et d'apprendre autant. Puis ce sentiment-là de fierté qu'on a installé, créé dès le départ, pour moi, c'est la vision qui génère tout le reste et qui a motivé l'ensemble des activités.
Maintenant qu'on a une organisation, on a une idée en tête sur la vision, comment qu'on veut, vers où est-ce qu'on s'en va, comment on va se sentir. Très tôt dans le projet, il faut aussi commencer à s'organiser. On a commencé à recruter des gens, on a commencé à avoir des idées de ce qui est à faire. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Il faut commencer à faire des listes, il faut commencer à organiser les choses. Je vous présente un outil. Puis ça, si vous êtes cartésien, vous allez l'adorer. C'est très matriciel, c'est une belle liste. Je m'en sers dans à peu près tous les projets que j'ai, dans à peu près tous les contextes d'équipe. N'importe quoi où j'ai un rôle de leadership, ça fait toute la différence. Le RICI, R-I-C-I, c'est un bel acronyme. C'est une liste de tâches d'assez haut niveau. Vous ne mettez pas des choses trop détaillées, trop pointues. Mais si vous êtes capable d'entrer des listes de niveau style qui ont plusieurs jours de travail ou qui représentent quand même un niveau de responsabilité assez élevé, je vais vous donner des exemples dans un moment. Une idée, c'est que chacun de ces éléments dans la liste devrait correspondre à un livrable. À la fin de la tâche, on va avoir un produit, on va avoir un rendu, quelque chose qu'on peut noter et quelque chose qui a une performance mesurable. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a atteint, oui ou non? Est-ce qu'on est en retard, oui ou non? Est-ce qu'il y a une certaine qualité, oui ou non? Le récit qu'on fait pour chacune une fois qu'on a cette liste-là, le récit, c'est l'acronyme. Responsable, imputable, consulté, informé. C'est-à-dire que pour chacun des éléments de la liste, dans n'importe quel projet, vous devriez avoir clairement qui va être responsable de faire le travail. Dans le fond, responsable veut dire la réalisation. Ensuite, qui est imputable. En anglais, vous allez voir accountable. Donc, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver plutôt RACI, R-A-C-I. En français, on peut dire ici. Qui est imputable? Donc, qui est en charge de cette tâche? Qui a des comptes à rendre et qui on va aller voir en tant que leader quand la tâche ne se fait pas? Parce que si j'ai 8 personnes qui s'occupent de la promotion, c'est pas la faute de tout le monde. Si ça se passe pas, je vais aller voir la personne qui est imputable de le faire. C'est très important de le noter clairement au début, que les gens le savent, que les gens le savent et qui prennent les moyens pour y parvenir. Consulter est vraiment intéressant aussi parce que ça vous donne vos mentors. Pour chacune des tâches que vous avez, c'est quoi les ressources que j'ai? Qui est-ce que je peux consulter? Et ensuite de ça, qui je dois informer en dernier lieu? Donc, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont recevoir de l'information, mais c'est qui a besoin de recevoir l'information? Tout ça est un peu abstrait, donc je vous présente un exemple. Une version partielle du récit pour la conférence du district. J'ai inscrit 4 tâches. Vous avez du côté gauche des tâches comme établir un budget qui est très précis. Est-ce qu'on l'a livré ou non? Une tâche un peu plus large, planifier la promotion. Mais encore là, c'est mesurable. Un agenda de conférence, ça a pris toute l'année à le monter parce qu'il y a des tonnes de choses qui entrent en jeu à préparer ça. Mais avec un livrable, est-ce qu'on a un agenda ou est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Et gérer les inscriptions. Ça, c'est un peu plus flou et c'est parfait comme ça. J'avais une personne qui s'occupait des inscriptions. Est-ce qu'il y a un livrable? Oui, on a des gens inscrits. Est-ce qu'on a une liste? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que les gens ont eu des problèmes? Donc, je peux avoir des tâches autant de rendre quelque chose, de produire quelque chose que de gérer quelque chose. Puis vous allez voir à droite le reste de la matrice, mais R, I, C, I sont le responsable, imputable, consulté, informé. Fait que pour chacune des tâches, je vais pas tous les passer, mais vous avez une idée. Pour le budget, la personne imputable, c'est le trésorier de la conférence, c'est clair. Mais le responsable, c'est l'ensemble du comité exécutif. On avait tous des éléments qui allaient aller au budget, des choses qu'on avait besoin d'acheter, de planifier, etc. Tout le monde est responsable. Mais la personne imputable, c'est le trésorier. Mais j'ai eu à consulter plusieurs fois le directeur de la qualité des programmes, qui était Brian Sutton à ce moment-là, qui était un mentor fascinant, qui connaissait beaucoup les conférences et qui m'a aidé beaucoup. Mais c'est le fun de le voir tôt dans le projet ou dans l'activité, où est-ce qu'on est rendu, à qui on peut aller chercher. Puis j'ai des gens à informer, par exemple le conseil exécutif du district. Voici notre budget de projet, voici le compte rendu de ça. Euh, je vais pas passer les autres parce que c'est les mêmes principes, mais la promotion, l'agenda de la conférence. Un élément que je rajoute sur le récit, puis je vous recommande encore une fois de l'utiliser dans tout. Vous voyez qu'il y a un seul des 4 que j'ai écrit président, c'était moi, mon rôle. J'étais imputable de l'agenda dans ce cas-ci, à titre d'exemple.
Ce qui est intéressant à savoir quand vous allez monter votre récit, remarquez si votre rôle de leader, comme organisateur d'événements, est-ce que votre nom est à trop d'endroits en tant que personne imputable? Parce que si votre nom est dans 50% ou dans un nombre élevé de tâches, vous êtes pas en train d'être un leader. Vous êtes en train d'être un exécutant, une personne qui va faire les tâches. Vous allez installer un système régime totalitaire. Ça a un impact sur votre équipe, sur la motivation, sur vous-même. Gardez, je dirais, le moins de choses possible comme imputable au leader principal ou au président dans ce cas-ci. C'est correct d'en avoir quelques-unes, ça fait du sens de prendre une imputabilité, mais gardez en tête, est-ce que je suis en train de me mettre imputable de tout? Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller plus loin? Est-ce que je vais poser la question ouverte? Le temps avance quand même, fait qu'on prendra pas beaucoup. Mais si, est-ce qu'il y a des questions sur le récit, la façon de l'utiliser, sur soit le clavardage ou prenez le micro si vous voulez. Parlons de direction. Vous allez maintenant, vous allez avoir votre vision. Vous avez une idée d'où est-ce que vous en allez. Vous avez l'émotion. Vous allez avoir une organisation avec un récit. Comment qu'on dirige l'équipe maintenant qu'on est en train de faire le travail? Parce que on peut bâtir une équipe, mais de bâtir une équipe efficace passe par comment on travaille ensemble. La direction, je vous propose une méthode que j'utilise beaucoup, ça vient du contexte informatique, technologique, que j'adore, qui s'appelle Agile. Les méthodes agiles sont basées sur le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des changements dans les projets, des nouveaux éléments qu'on n'a pas vu venir, plutôt que de devenir des frustrations ou devenir des éléments de conflit, quand on travaille en mode agile, les changements sont bienvenus parce qu'on a travaillé en contexte qu'il va y avoir des changements et c'est normal. Puis une façon de le gérer dans les rencontres d'équipe, dans les suivis, c'est facile. Vous avez à faire un tour de table que je faisais dans le cas de la conférence. Pour chaque personne du comité exécutif, vous avez un rapport d'à peu près 3 minutes à faire pour chacun, pour chaque élément. Dites-moi, répondez à 3 questions. Première question que vous avez à répondre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière rencontre? La personne à ce moment-là parle de ça, pourquoi elle est imputable. J'ai créé l'agenda, j'ai créé le plan de promotion, j'ai acheté les costumes, etc., etc. Vous n'avez pas rentré dans les détails, mais dans votre tour, assurez-vous que ce soit clair. Puis soyez fiers de dire, invitez vos gens à être fiers. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Deuxième question. Qu'est-ce que je vais faire d'ici la prochaine rencontre? Ce que j'aime de ça, c'est que ça demande de la préparation à la personne. C'est pas vraiment improvisé normalement. Maintenant que j'ai fait ça et ça, la personne devrait avoir une idée d'où elle s'en va. J'ai acheté les costumes, j'ai mon plan. Maintenant, il faut qu'on écrive le script. Il faut qu'on commence à avoir des pratiques pour faire la promotion, etc. La personne peut avoir un plan, puis pas pour l'ensemble du projet, mais pour d'ici la prochaine rencontre. On parle de court terme. S'il y a des choses qui changent pour la prochaine fois, on s'ajustera. Et la troisième et dernière question, c'est quoi les bloquants? Et là, c'est votre rôle comme leader d'être vraiment à l'écoute de tout ça, évidemment. Mais la personne peut avoir des bloquants. J'essaie d'obtenir de l'information, mais je ne réussis pas à l'obtenir. J'essaie de créer l'agenda, mais il manque d'informations. Il manque d'improviser. Il manque d'inspiration. C'est pas clair ou c'est un peu trop complexe pour moi. Il manque de l'information. Votre rôle de leader, c'est d'être à l'écoute de ça. Et à la fin de ce tour de table-là, vous devriez avoir une liste de to-do, les choses à faire, des actions qui vont découler de ce qui a été fait, de ce qui est en train de se faire et surtout de qu'est-ce qui bloque les gens. Parce que le rôle du leader, c'est d'aller chercher, d'aller motiver et de débloquer les gens. S'il leur manque des choses, on va aller trouver d'autres ressources. S'ils ont besoin d'un mentorat, s'ils ont besoin de formation, s'ils ont besoin d'un budget, on va trouver ce qu'ils ont besoin. C'est ça le rôle du leader. Ça fait toute la différence sur la motivation et l'intérêt des gens à participer. Et la dernière section pour l'instant. On a parlé de vision, on a parlé d'organisation avec le récit. Brièvement, on a parlé de direction sur comment tenir les gens informés et imputables de ce qu'on a défini. Comment on motive les gens. Et ça, vous pouvez faire une carrière. Il y a plein de gens qui font des carrières complètes, qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des tonnes de beaux livres écrits là-dessus. Je vous résume ça rapidement pour ce qui, moi, dans le cas de la conférence et dans tous mes projets, qu'est-ce qui a fonctionné? Parce qu'ultimement,
Je parlais des personnalités multiples au début. C'est un élément à gérer, ça devient complexe. Mais en bout du compte, les gens ont tous les mêmes choses. Il y a des choses qui vont les rendre heureux, qui vont les motiver. Il y a des choses qui vont les rendre malheureux, qui vont être des causes de stress, de conflit, d'hésitation. Votre rôle de leader, si vous êtes capable, pour chaque personne dans votre équipe, d'être à l'affût de ça pour chacune de vos personnes, d'être capable de même l'identifier, le nommer, ça va vous faire toute la différence parce que vous allez savoir qu'est-ce qui va motiver quelqu'un et vous allez savoir reconnaître les signes qui vont être des niveaux de stress pour chacune de vos personnes. Et moi, c'est ça qui fait toute la différence. Bâtir une équipe, c'est pas trop compliqué. Bâtir une équipe efficace, ça passe pour moi par identifier ces deux éléments-là. Et ça, pour moi, c'est ça. Le jeu est là. Voici, vous donner quelques idées par contre, parce que c'est un peu générique, c'est parfait, c'est normal. Qu'est-ce qui sont des motivateurs? Et je vais vous donner quelques exemples, des choses qui vont aller chercher les gens, qui vont rendre les gens heureux. Vous allez voir la structure ici. Vous allez voir comment ça fonctionne. On a des éléments des gens qui ont besoin de structure et de clarté, qui sont motivés quand c'est clair où c'est que je m'en vais, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que j'ai à livrer. Il y a des gens qui sont motivés par ça. D'autres non. Il y a des gens qui sont motivés par une cause. Et ça, j'ai une belle anecdote à vous raconter. Dans le cas de la conférence, j'ai adoré travailler avec Virginie qui s'occupait des relations publiques et de la promotion. J'ai réalisé assez rapidement que Virginie avait une cause en tête. Pour elle, elle voulait vraiment chapeauter ou lancer cette idée de briser les chaînes, briser les stéréotypes hommes-femmes en particulier. Donc, dans la promotion qu'elle créait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui étaient là, il y a 4 ans, elle, elle, elle proposait de briser les stéréotypes cow-boy, hommes forts, solides, qui parlent pas beaucoup. Finalement, on avait des cow-boys femmes, on avait même des femmes qui faisaient de l'œil à d'autres femmes dans la salle. On a eu du plaisir à créer ça, à faire des blagues à l'intérieur de ça. Mais pour elle ici, pour Virginie, c'était tellement quelque chose d'amusant et de motivant de briser ces chaînes-là, de briser ces stéréotypes-là. C'est une cause. Et il n'y a aucun élément de structure qui aurait pu la motiver autant que de quelque chose qui va soutenir une cause comme ça. Et moi, j'ai adoré travailler avec elle là-dessus. Un autre genre, évidemment, les reconnaissances publiques. C'est le fun de se faire dire devant d'autres qu'on fait notre travail, qu'on est efficace. Faut pas en mettre trop, en beurrer trop épais, comme on dit, mais c'est intéressant. Oubliez-le pas des gens qui carburent à ça. L'écoute active, ça va de soi, mais le genre de personnalité qui fonctionne le mieux avec ça, de mon expérience, c'est des gens techniques, des gens qui sont experts dans leur domaine. Là, c'est pas une structure, c'est pas une cause particulière, c'est même pas les reconnaissances. Ce que ces gens-là ont souvent besoin, c'est de sentir que leur opinion est importante, de sentir que leur expertise a une valeur. Si vous êtes capable d'identifier les personnes qui ont ça dans votre équipe, vous avez déjà des gains. Et il y a d'autres personnalités très différentes qui n'ont pas besoin de structure, de motivation, même pas tellement d'écoute. Ils ont besoin d'avoir du plaisir. On peut avoir de l'harmonie, avoir une culture d'équipe. Quand vous identifiez ces personnes-là, encore là, vous allez avoir une attitude différente en face d'eux autres. Maintenant, le dernier élément qui reste, c'est les démotivateurs. Et ce qui est important de regarder ici, chacun des éléments que vous voyez, structure, cause, reconnaissance, chacun des éléments peut rendre certaines personnes très motivées, très heureuses, mais le même élément, de la même façon, peut rendre d'autres personnes frustrées, stressées. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin de structure, mais la personne assise à côté, elle dit, hey, c'est ben trop, c'est pas assez souple, c'est trop rigide, je peux pas rien faire. Fait que gardez en tête que un élément de motivation pour quelqu'un peut être très démotivant pour l'autre, pour la même action que vous allez faire. Donc, la structure, ben, n'importe quel de ces éléments motivateurs-là, son absence peut stresser quelqu'un et son exagération, ou le pousser trop loin, va démotiver quelqu'un. Puis vous allez voir ces exemples-là ici. Des gens vont être démotivés pour des choses différentes. S'il y a du chaos ou un manque de souplesse, comme je disais, ça va démotiver des gens. Moi, personnellement, ça me démotive pas du tout. Il peut y avoir du chaos, c'est une opportunité d'organiser des choses. Mais il y a plein de gens fascinants qui vont travailler fort, mais si on a l'impression d'avoir du chaos, on va les perdre. Les valeurs ignorées, ça va avec la cause que je mentionnais. Alors, si Virginie, je lui avais dit, regarde, ton truc, c'est le fun, mais c'est pas pour la conférence, elle se serait refermée. Elle aurait fait peut-être son travail, mais elle n'aurait pas eu du tout la même motivation.
accusations publiques. C'est le contraire des compliments publics. Il n'y a rien de pire que se faire dire qu'on n'est pas bon dans quelque chose devant d'autres. La meilleure chose que je peux vous dire comme Toastmaster, on est habitué d'évaluer pour faire grandir, d'évaluer en donnant des recommandations plutôt que de critiquer. Appliquons ça dans le leadership, appliquons ça dans tout ce qu'on fait, évidemment. Les gens qui carburent à l'écoute active, évidemment, s'il y en a peu ou pas, ils vont être démotivés. Et pas de culture d'équipe. C'est l'inverse de l'autre. Dans le cas de la culture d'équipe, je trouve ça fascinant de travailler avec Walter, qui s'occupait de l'organisation de l'événement, des salles spécifiquement, de la logistique, en fait. Puis lui, ça lui dérangeait pas qu'il y ait du chaos, qu'il y ait des éléments qui étaient pas clairs, ça lui dérangeait pas qu'il y ait de cause, mais on voulait faire des blagues, on voulait travailler ensemble. Puis c'était important pour lui qu'il y ait cette harmonie-là. Puis ça l'est pour moi. Moi, je carbure beaucoup, beaucoup sur j'ai besoin qu'on s'entende. Le reste, on peut s'organiser. Ça, c'est moi personnellement. Mais voilà. Donc, en résumé, rappelez-vous, la vision, c'est essentiellement une émotion. Est-ce qu'on est capable de créer une émotion dans le futur? L'organisation, les rôles, l'imputabilité, les responsables imputables, consulter, informer, juste clarifier ça tôt dans le projet. Ça va faire plaisir à vos gens qui sont modifiés par la structure et ça va clarifier plein de choses. Ça va vous aider à faire des suivis. Soutenir l'engagement pendant quand on dirige, quand on fait des réunions. Vous avez fait les tours de table, mais gardez en tête, vous devez soutenir l'engagement des gens, poser des questions, aller chercher. Souvent, je pose des questions à d'autres personnes. Si j'entends un rapport du trésorier, après, je peux poser une question à quelqu'un d'autre dans l'équipe qui s'occupe, par exemple, de la promotion pour dire c'est quoi l'impact de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Je vais chercher les gens, je vais chercher leur intérêt. Et la motivation, ça revient pour moi à connaître les gens. Il faut se parler, il faut se voir en personne. On peut faire des Skype, on peut faire des rencontres téléphoniques, mais il n'y a rien qui arrive aussi proche, il n'y a rien qui fonctionne aussi bien que de se connecter, de se voir, de prendre un café, de faire quelques blagues, puis de créer cette culture-là. Et la place finale que je vous amène, c'est ici. Vous voyez comment on a du plaisir? Vous avez à gauche, j'ai pas mentionné, il y a Dina, j'ai Walter que je viens de mentionner, Virginie, ensuite moi-même, ensuite j'ai Nicole Savoie, Nastaran qui était mon assistante exécutive et Léona Hamel que vous connaissez sûrement très bien. Est-ce que on a eu du plaisir? Est-ce que vous avez des questions à ce point-ci? Moi, j'ai complété mon contenu principal. Tania, est-ce qu'on peut réouvrir le micro? Daniel, Yes, Todd. est-ce que vous avez partagé cette formation ou tes best practices avec des autres équipes de conférence? Pas encore, je viens de monter ce truc-là ici, mais ça serait intéressant de le partager, de créer. J'aime l'idée, Todd, de se créer un genre de lessons learned, quelque chose qui a plus de vie que chaque équipe soit en bulle isolée. Parce Effectivement. que comme vous, j'ai déjà co-chair une conférence en 2003, puis on a battu toutes sortes de documents, puis toutes sortes des atouts, là, puis je pense que les papiers sont dans l'ordi de Craig Senior, là, mais une chose visuelle ou informatique comme ça peut choisir ou préparer des nouvelles personnes pour prendre la relève pour faire des conférences. C'est une bonne idée. Parce que aussi, ça fonctionne pour les HPL aussi, ça. Absolument, n'importe quel contexte de leadership et particulièrement Toastmaster. La vidéo va être disponible sur YouTube et le PowerPoint, je serais très ouvert à le partager. Je vais parler avec Craig, mais on pourrait le rendre disponible sur le site du district. Cool. Merci de ta recommandation. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. C'est concernant les attentes peu claires et la vision. Si je comprends bien, c'est les attentes de chacun face à la vision. C'est une question vraiment importante, Christiane. Je te remercie parce que c'est les attentes de tout le monde. Soit de la personne qui est le promoteur qui a besoin du projet, dans ce cas-ci, le district qui disait on voulait une conférence, mais c'est les attentes aussi des gens de l'équipe à l'intérieur, donc besoin de clarifier. C'est les attentes des membres Toastmasters ou dans ce cas-ci, les invités de la conférence. Tout ce qu'on appelle les parties prenantes. N'importe qui est impliqué de près ou de loin
soit à la conférence dans ce cas-ci, ou même les gens à l'hôtel, par exemple. Il a fallu qu'on ait plusieurs contacts avec eux pour organiser des choses d'avance. Fait que les gens, n'importe qui est impliqué de près ou de loin, a des attentes qui sont pas toujours claires parce que l'objectif l'est pas. Donc, la vision, pour moi, sert à clarifier. Premièrement, voici où est-ce qu'on s'en va, voici euh, l'état émotionnel qu'on veut atteindre, mais ça Mhm. nous aide à s'organiser après ça pour faire ces contacts. Mais quand je dis il manque de clarté, là, c'est à tous les niveaux pour l'ensemble des parties prenantes. Ah, OK. Merci. Ça fait plaisir. Il y a d'autres questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Déjà, merci pour ce partage, c'est très intéressant. Je voulais savoir, dans le cadre de l'organisation de la conférence, quel a été ton plus gros défi et comment tu as pu y faire face? Honnêtement, le plus gros défi, c'était qu'on avait une équipe très diversifiée en termes d'expérience, mais beaucoup aussi en termes de géographie. Fait que j'avais des gens de Québec, j'avais des gens à Ottawa. Donc, essayer de faire des rencontres, c'était juste impossible. Donc, ça s'est devenu très complexe à gérer. À un moment donné, on faisait des rencontres au Café Dépôt. Les gens de Montréal, puis il y avait quelqu'un d'autre sur l'appel Skype, mais il y a du bruit, on ne réussissait pas à bien se comprendre. Fait que ça a créé des confusions. Ça a créé des besoins de clarifier des choses et des attentes. Donc, on a changé la façon de fonctionner. J'ai géré en personne avec les gens de Montréal et j'ai géré par téléphone plus un à un avec les gens euh, à d'autres endroits parce que ça n'est rien. Les gens qu'on suivait pas bien ou on n'entendait pas ce qu'ils disaient. En termes de ça a changé toute la dynamique quand on a juste arrêté ça, puis qu'on a juste dit on va se parler, on va se regarder, on va se montrer 2 ou 3 papiers, mais on va travailler ensemble maintenant. Puis j'ai quand même réussi à obtenir beaucoup de travail qui ont été faits par plusieurs personnes d'Ottawa, puis je leur en suis très reconnaissant, mais on a plus délégué des tâches plutôt que de répartir répartir la culture, disons, de cette façon-là. Moi, j'ai trouvé ça, parce que le reste, ça a été de parler aux bonnes personnes, ça a été pas si complexe, ça a juste été long et beaucoup d'efforts, mais la complexité de travailler à distance, moi, ça a été le plus gros défi. Ok, d'accord. C'est la communication qui est la base, du coup. Ah, absolument. Merci. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, ce serait quasiment une sous-question ou une autre question à propos de ta réponse au niveau des attentes. À ce moment-là, comment tu fais pour connaître les attentes des bénéficiaires de l'événement? La, la réponse est drôle parce que dans le fond, c'est la même réponse qu'à la question d'Émilie juste avant, c'est la communication. Ouais, la clarification des attentes, il n'y a pas un courriel, il n'y a pas un papier ou un document qui aurait pu le clarifier autant que d'aller prendre un café avec Brian Sutton à l'époque, veut dire, dans le fond, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Puis on a rencontré l'hôtel, on est allé sur place à plusieurs mois d'avance. C'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous avez besoin? De quelle façon on peut vous aider? Fait que c'est vraiment de se parler, s'asseoir. OK. Puis pour moi, c'est même, c'est pour ça que je ris, parce que c'est la même réponse. C'est parler. Désolée, j'ai pas bien écouté. Non, la question est super pertinente, mais je trouve ça drôle parce que ça donne que la réponse est la même, mais ta question est vraiment importante. OK. Et, merci de la poser. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le, le récit. Ouais, merci. J'ai l'impression que c'est allé très vite, mais je pense qu'il y a beaucoup de contenu. Puis qui vaut la peine. Puis je vais terminer là-dessus à ce moment-là. Vous voyez, vous avez une équipe qui travaille ensemble, qui marche ensemble. Et pour moi, le mot de la fin, tout ce que j'ai fait là, dans autant de la conférence, mais dans plein d'autres projets, mais là où la vision était pour motiver les gens, là, c'est une chose. Quand j'ai dit, on va imaginer qu'est-ce qu'on va être. Moi, j'avais un objectif. On veut créer des leaders. Tu sais, je veux pas déléguer des tâches, je veux pas dire au monde qui, quoi, comment faire. Je veux que chaque personne soit un leader. Fait que
chacune avait un ownership, chaque personne était propriétaire de ses tâches, puis en avait une fierté à cause du rendu, puis à cause de ce que ça contribuait sur la conférence totale. Et il n'y a rien de mieux pour moi. On parle de cause, il n'y a aucune cause meilleure que de créer des leaders. Si vous êtes capable de faire ça, j'ai hâte d'entendre votre histoire. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ce que j'ai vécu et j'espère qu'on aura l'opportunité d'en reparler. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Daniel. Merci. Bonne soirée. Au plaisir. Bonne présentation. Merci, Danielle. Thank you, Tanya, very, very much.